Ils frappent des populations civiles, ils frappent des minorités, ils violent, ils tuent. On a juste entendu une dizaine de coups de feu dans cette rue-là derrière. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat terroriste. Le combat que la communauté internationale doit mener contre le terrorisme ne connaît pas de frontières. Bonjour et bon réveil sur i24 News. Nous sommes ensemble ce matin pour 2 heures de direct, 2 heures d'actualité dont on voit tout de suite le programme. Un dessein n'a jamais tué personne. C'était une affirmation de Charb, alias Stéphane Charbonnier, en 2012, à la suite de l'incendie des locaux de Charlie Hebdo. L'attentat terroriste d'hier à la mi-journée aura donc fait mentir le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire satirique. Un attentat qui a tué 12 personnes et touché 2 symboles en plein cœur de la capitale française. La liberté de la presse, donc la démocratie, et les autorités aussi, avec l'assassinat de 2 policiers. Le plus jeune des 3 suspects recherchés, Hamid Mourad, 18 ans, s'est rendu à la police cette nuit. Les 2 autres suspects, 2 frères, Saïd et Chérif Kouachi, âgés de 34 et 32 ans, nés à Paris, de nationalité française, sont toujours en fuite. Chérif Kouachi est un djihadiste connu des services antiterroristes. Il avait été condamné en 2008 pour avoir participé à une filière d'envoi de combattants en Irak. Plus d'une centaine de milliers de personnes se sont rassemblées en mémoire de ces 12 personnes assassinées hier dans la capitale française et dans la totalité de l'Hexagone. C'était donc bien l'émotion et la consternation qui dominaient face à cet attentat. Et le président français s'est exprimé hier soir en rendant hommage au message de liberté diffusé par la rédaction du journal et les représentants des autorités. Journée de deuil national aujourd'hui, jeudi, qui a été décrétée par François Hollande, qui a appelé au rassemblement et à l'union. Voilà donc pour ce thème que nous évoquerons tout au long de cette édition avec nos invités. Avec moi sur ce plateau, Daniel Sheikh, bonjour, ancien ambassadeur d'Israël en France, Jacques Neria, ancien officier des renseignements israéliens. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et vous, Maurice Fergan, on passera en revue dans quelques instants la presse israélienne, la presse arabe également, pour voir comment cette affaire française est traitée dans les journaux. Juste avant, je vous propose de revenir sur les faits hier à 11h20 à Paris. Ce sont les images des terroristes à quelques mètres des bureaux de Charlie Hebdo. Au cri d'Allah Akbar, 2 hommes tirent plusieurs salves à l'arme automatique. Des témoins affolés filment la scène. D'autres images amateurs montrent cette fois les terroristes en cavale. Des échanges de tirs les opposent à la police. Soudain, un policier touché gît au sol. Il est abattu de sang-froid. Il est un peu moins de midi, rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement, en plein cœur de Paris. L'attaque visant la rédaction du célèbre journal satirique vient de faire 12 morts selon un bilan provisoire, dont 2 membres des forces de l'ordre. Ambulance et sapeurs-pompiers arrivent rapidement sur place où ils traitent près d'une quarantaine de victimes. À l'intérieur des locaux, les secouristes évoquent une scène de carnage. Dehors, les résidents du quartier ne réalisent pas tout de suite la gravité des événements. On a entendu les coups de la fusillade en fait, mais c'est impressionnant. Et mon mari m'a dit qu'il tourne un film. Juste entendu une dizaine de coups de feu dans cette rue-là derrière. C'est tout. On n'a pas pensé à Charlie Hebdo du tout, on a pensé plutôt à un braquage ou quelque chose comme ça, c'est tout. Et après, très vite, les sirènes des voitures de police sont arrivées. Très vite, les autorités comprennent qu'elles font face à un commando parfaitement aguerri et organisé. Il s'agit d'un commando de 3 personnes qui étaient cagoulées avec des armes lourdes et qui ont pris la fuite sans demander leur reste. Les terroristes embarquent à bord d'une voiture noire de marque Citroën. Après avoir traversé le boulevard Richard Lenoir, ils abandonnent leur véhicule rue de Meaux, dans le 19e arrondissement. À bord d'une seconde voiture, ils prennent la direction du périphérique. C'est à l'entrée de la porte de Pantin que la police perd leur trace.
À Paris et dans toute l'île de France, c'est l'état d'alerte attentat. Le plan Vigipirate est relevé à son plus haut niveau. Mercredi soir, la traque se poursuivait. Des sources policières n'excluaient pas le risque d'autres attaques terroristes, peut-être par le même commando. Au siège de Charlie Hebdo, l'émotion est à son comble. Le journal vient de perdre 4 de ses plus grandes signatures. Cabu, Charb, Chignoux et Wolinski. Tous se trouvaient pourtant sous protection policière. Alors on va reparler de cette protection policière sur le journal Charlie Hebdo dans quelques instants. On se rend à Paris, on y rejoint Christian Mallard. Bonjour Christian, merci d'être avec nous ce matin. Comment Paris, comment la France se réveille ce matin? Vous savez, la France est encore en état de choc. Si vous voulez, on avait quand même été préparé, il faut le dire, à des possibilités d'attentats de ce type, puisqu'il y a 4-5 jours, le Premier ministre Manuel Valls avait déclaré que jamais la France n'avait été autant menacée par une possibilité d'attaque terroriste. Donc je pense que les autorités françaises, après tout ce qui s'est passé récemment en Australie, au Canada, en Belgique et dans d'autres pays, s'attendaient à ce type d'attentat dans la mesure où nous sommes impliqués dans cette lutte que vous connaissez très bien contre l'État islamique, contre Daesh, aux côtés des autres pays de la coalition, les pays occidentaux. Maintenant, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, le véritable danger, c'est que l'affaire devienne politique. Beaucoup de gens se posent des questions au niveau de la sécurité. Parce qu'en effet, quand on voit ce qui s'est passé hier, on s'aperçoit que les agents de police qui s'occupaient de la sécurité de nos confrères, qui malheureusement ne sont plus là, étaient très peu armés, avec des 7,65. Comment pouvaient-ils répondre à des gens armés de Kalachnikov, ce commando de 2, certes, aguerris, qui avait été entraîné en Syrie? Donc ce sont des djihadistes, en tout cas pour l'un d'entre eux, Sharif Kouachi. Donc, si vous voulez, il y a ce problème de sécurité qui va se poser de plus en plus. Et puis, sur une forme de laxisme, moi j'entends beaucoup de gens, et je suis le premier à penser la même chose, j'entends beaucoup de gens dire « Mais pourquoi on a fermé les yeux pendant autant d'années, pourquoi les régimes, les gouvernements de droite et de gauche ont été aussi laxistes ?» J'entends le terme de laxiste. Et malheureusement, je dois dire que c'est vrai. On a fermé les yeux pendant trop d'années, on n'a pas osé dire les choses en face. Il ne s'agit pas de stigmatiser la communauté musulmane, de stigmatiser les musulmans dans leur ensemble, mais de dire les choses. Il y a une minorité extrémiste, islamiste, fondamentaliste, qui agit sur le territoire français, dans la banlieue parisienne, dans les banlieues des grandes villes que j'ai citées plusieurs fois sur notre antenne de I24 News, Nantes, Rennes, Roubaix, Lille, Strasbourg et bien d'autres dans le Midi. Donc voilà autant de questions qui vont se poser. Le réveil va être très dur parce qu'il va falloir prendre d'autres mesures. Je voudrais revenir, Christian, avec Jacques Néry à présent ici sur ce plateau, sur justement cette surveillance qui entourait Charlie Hebdo. Un policier, il a été tué lors de cette attaque. Est-ce que Charlie Hebdo était suffisamment sécurisé? Ce qui est aberrant, c'est que c'était un policier qui était, dont la tâche était d'être à côté, une garde rapprochée à côté de Charb, mais ce qui s'est passé, c'est tout simplement quand on entre dans un local avec des fusils automatiques, on commence à tirer, c'est l'effet de surprise. Donc le policier sans doute a été choqué, il s'était paralysé sur place et était le premier à être tué, puisque c'était le premier qui a reçu les coups de feu du Kalachnikov. Donc là, je dirais, c'est vraiment un laxisme. Donc le fait que ce commando a pénétré dans le bâtiment, comment? En tout simplement demandant à une femme qui était dans les parages, qui venait prendre sa fille dans le bâtiment, de taper le code d'entrée. Est-ce que la thèse dont on a parlé hier, éventuellement d'informateurs à l'intérieur même de Charlie Hebdo, pas forcément par méchanceté, simplement peut-être par innocence, est-ce que cette thèse-là, elle peut se confirmer? Écoutez, il y a ici une coïncidence qui est assez aberrante, assez surprenante même, de savoir que toute l'équipe... C'est ça, le moment a été particulièrement bien choisi. Tout à fait. Donc ce qui fait que peut-être quelqu'un a dû parler, que chaque jour, à telle date ou à telle heure, il y a une réunion de toute l'équipe qui est donc sur place, donc la rédaction entière. Donc, mais là, je dirais, je voudrais revenir en arrière un tout petit peu. Je pense que ce qui s'est passé hier à Paris, c'est le 11 septembre français.
C'est tout à fait cela. C'est comme ça, Christian, que les Français le ressentent aujourd'hui. Alors, toute proportion gardée, hein, forcément, avec le nombre de morts notamment. Mais c'est ce choc, c'est le fait que finalement, la France est face aux plus grands attentats, à la plus grande atteinte sur son sol depuis la guerre d'Algérie également. Oui, Jacques Neria a raison. C'est le sentiment. J'entendais beaucoup de personnes hier dire, en effet, c'est notre 11 septembre. Et puis moi, je vois bien, il y a un sentiment de peur qui est en train de s'installer un peu dans le pays. Parce que hier soir, par exemple, les 2 derniers soirs, je suis allé sur les Champs-Élysées. C'était bondé. Il y avait des voitures partout, on avait du mal à circuler, beaucoup de gens dans la rue. Et hier soir, à partir de 20h, 21h, il y avait un quart des Champs-Élysées qui étaient occupés. J'avais l'impression qu'on était en plein désert. Et je pense que les gens ont peur maintenant, ont peur de sortir dans la rue. Ils attendent être sûrs d'avoir des mesures de sécurité adéquates aujourd'hui pour faire face à ces loups solitaires, comme on les appelle, ces commandos de loups solitaires, qui est une nouvelle forme de guerre. Et je crois que ça va poser problème. Alors justement, on le disait, hein, le lieu a été choisi, le moment aussi, puisque hier, c'était le lancement des soldes. Daniel Sheikh, comment, à présent, le pouvoir français va devoir s'organiser pour protéger la population sans forcément non plus effrayer, céder à la panique? Vous savez, moi je ne suis pas très fan des slogans, le 11 septembre, le 12 février, le 13 octobre, ça n'a pas un véritable sens. Franchement, si c'est ça le 11 septembre de la France, elle s'en est pas mal sortie. Moi je crains que ce n'est pas le 11 septembre et que des actes de ce genre, pire encore, peuvent arriver. C'est quelque chose, c'est ça toute l'essence du combat contre le terrorisme, c'est de ne pas combattre l'attentat précédent, mais le suivant. Et donc, comment faire? Je crains que nous, Israéliens, ici sur le plateau, nous sommes bien placés pour savoir qu'il n'y a pas de mesure qui puisse prévenir totalement, de manière sans faille, un acte terroriste et protéger la population de manière totale. Mais d'un autre côté, il est clair qu'une ville comme Paris, un pays comme la France, qui ont connu des attentats, mais qui ont connu aussi de longues années de répit, ont baissé un peu la garde et qu'il y a certainement des mesures préventives, des mesures de renseignement, des mesures de renforcement de la présence de la police, de la sécurisation de certaines cibles claires. Ça ne va pas prévenir toutes les possibilités, ça ne peut pas fermer, bloquer toutes les failles pour surtout un loup solitaire, comme vous les appelez, d'aller et de manière aléatoire attaquer un magasin ou tirer dans la rue, évidemment. Mais Charlie Hebdo, c'était une cible connue. Et de toute évidence, le couple de frères qui ont perpétré cet acte était connu de la police. Donc on a eu les données, on a eu les possibilités de peut-être prévenir ce genre d'attentat. Et c'est à ça qu'il va falloir faire attention maintenant. Jacques, je reviens sur le thème. Je n'aime pas, moi aussi, les grands titres, mais simplement la cible choisie, c'est une cible qui a été choisie très minutieusement. C'est une cible qui représente la liberté d'expression, qui représente la République, la démocratie tout simplement. Donc c'est symbolique, donc l'attaque est symbolique. Maintenant, ce qui va se passer, c'est automatiquement, je dirais, les services vont tout simplement agir, vont commencer à demander aux dépens de certaines libertés qu'il faudra sacrifier pour être beaucoup plus dans le domaine de la surveillance, d'un côté donc dans le domaine défensif, mais de l'autre côté dans le domaine offensif. Je vous rappelle qu'ici en Israël, au début des années 2000, nous avons subi une série d'attentats impossibles. Nous avions des autobus qui sautaient chaque jour, 2 fois par jour dans différentes villes, et ce n'est qu'à partir du moment où le Shabak, dont les services de sécurité intérieure, sont passés à l'offensive, sont entrés dans les territoires palestiniens, sont commencés à miner les cellules,
que ces attaques ont diminué progressivement et presque se sont arrêtées. Avec une petite différence qu'en France, il n'y a pas de territoires occupés. Mais au contraire, il y a des banlieues où les policiers ne rentrent même pas. C'est au cœur de la société française que ça se passe. Oui, mais là, et ce sera toute la sensibilité de cette question. Christian, je reviens vers vous. Une question notamment sur ce discours de François Hollande d'une part, de Nicolas Sarkozy de l'autre. Ils ont parlé de terrorisme. Le mot a été lancé cette fois sans tabou, cette fois sans hésitation, sans parler pour autant d'islam. Est-ce qu'il y a une volonté finalement aussi de devancer une crainte, une peur de délitement social? Oui, vous avez tout à fait raison. Vous posez la très bonne question. Moi, j'ai le sentiment, en tant qu'observateur depuis longtemps, que notre classe politique, que ce soit la gauche ou la droite, a peur de dire à l'opinion publique les choses en face. Il y a une menace. Je l'ai dit tout à l'heure, je réitère ce que j'ai dit. Il y a une menace de l'intérieur. Hier, on a, et je crois que c'est Daniel Sheikh qui le disait, on a tenté de décapiter la liberté de l'information. Je prends le terme de décapitation parce que ça ressemble à ça aussi. Et le président Hollande a dû intervenir en des termes forts. La liberté va prévaloir sur la barbarie. Bon, tout ça c'est très bien, mais il faut agir. Et je pense qu'il faut dire les choses en face. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser la communauté musulmane. Je vous rappelle qu'il y a en France 1/10 de la population qui est musulmane, 6 millions sur 65 millions d'habitants. Tous ne sont bien entendu, Dieu merci, des terroristes, mais il y a une minorité agissante qui se laisse manœuvrer par un certain nombre d'imams radicaux de mosquées. Ça, c'est aussi le problème qui se pose en France sur le choix des imams des mosquées. C'est un vrai problème de fond qui n'a pas été résolu. Et puis, il y a tous ces réseaux. Regardez, ces deux, là, Saïd et Sharif Kouachi, sont des Français d'origine algérienne qui ont été élevés en France. Et je pense qu'ils font partie de familles qui ont laissé tomber leur éducation dans le passé, qui ont été livrés à eux-mêmes, qui ont été récupérés par des réseaux islamistes, et nous en avons de nombreux en France. Donc voilà le problème de fond. Et je crois qu'il y en a une qui va s'emparer de ça, c'est Marine Le Pen, une fois de plus, qui ça fait partie de ces articles de commerce, si je puis dire, et on va en reparler encore longtemps. Alors c'est ça, est-ce que ça va faire le lit du Front National? Et puis, autre question, comment finalement cet attentat risque d'influer sur le vivre ensemble en France? Est-ce que ça dépend aussi de la gestion des autorités dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Oui, on a bien vu le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, qui est intervenu pour essayer de calmer le jeu. Il y a un imam qui est souvent passé sur notre antenne, l'imam Chalgoumi, qui est vraiment un modéré d'origine tunisienne, qui est venu plusieurs fois à i24 News, qui a lancé des appels à l'apaisement. C'est évident, on sent bien que la communauté musulmane a peur, que les musulmans ont peur d'être l'objet de représailles dans ce pays. C'est évident et je les comprends. Mais en même temps, il faut que les autorités mettent les choses au point sans affoler l'opinion publique, mais disent les choses en face. Et puis peut-être demandent davantage d'efforts de la communauté musulmane pour lutter contre ceux qui leur semblent très, j'allais dire, très louches dans la communauté, parce qu'il y en a, et ils savent très bien, certains d'entre eux, à quel point ils peuvent être manipulés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des imams ou des réseaux islamistes activistes dans les régions de Paris ou d'autres villes de France. Alors Christian, vous restez avec nous, hein, vous intervenez quand bon vous semble depuis Paris. On va passer à présent à la revue de presse, voir finalement comment la presse israélienne, la presse de la région, hein, du Moyen-Orient également ont traité et couvert cet attentat. Et on va commencer, Maurice, avec la stupeur finalement qui est décrite par les 3 grands quotidiens israéliens, Yediot Ahronot, c'est effectivement la stupeur, d'autant que les journaux israéliens attendaient la météo. Ils ont reçu la tempête à Paris. Alors, Yediot Ahronot titre « Le terrorisme contre la liberté d'expression ». Très peu de mots. On va surtout s'intéresser à la caricature qui est en première page. Une caricature à la une, un dessinateur sur sa table de travail. Il dessine un djihadiste armé du Kalachnikov. L'image se retourne contre le dessinateur. Et cette photo aussi à la une de tous les quotidiens israéliens, celle d'un des 2 assaillants qui exécute un des policiers dans la rue de Paris. Alors un petit coup d'œil tout de même sur le portrait dressé par Yediot Ahronot du dessinateur Wolinski, qui a été tué hier dans l'attaque, né en Tunisie en 1934 d'un père juif polonais, Siegfried Wolinski, assassiné lorsqu'il n'avait que 2 ans, et d'une mère tunisienne d'origine italienne. Il émigre en France à l'âge de 13 ans, écrit le quotidien, mais l'amour de la bande dessinée, il l'a trouvé en Tunisie, sur les pas des soldats américains et de leur lutte pour la liberté.
On passe à Israël Hayom, terrorisme islamiste maison, titre Le Quotidien. Alors on s'intéresse surtout à l'éditorial de notre confrère Boaz Bismuth. Le 11 septembre français, titre Boaz Bismuth. J'ai pas lu le journal. Je ne reçois pas ce journal. Voilà. Boaz Bismuth écrit: la question n'était pas de savoir s'il y aurait un attentat, mais quand il aurait lieu. Paris a à présent son méga attentat stratégique, écrit Boaz, comme il est triste de constater que les Français ne sont pas parvenus à empêcher ce qui était attendu. Et comme il est terrible aussi de constater que les images qui d'habitude nous viennent d'Irak ou de Syrie ont été filmées dans l'un des quartiers de la ville que nous aimons aimer, écrit Boaz, qui conclut: mais comme un cheval de Troie, les djihadistes sont profondément implantés en France. Haaretz, je suis Charlie, titre Le Quotidien, et j'ai peur. Ne jouons pas sur les mots, écrit Amos Biderman, l'éditorialiste et caricaturiste du journal. Les méchants ont déjà gagné, les djihadistes d'Al-Qaïda ou de Daesh, appelez-les comme vous voulez. Ils nous ont vaincus dans la lutte contre la liberté d'expression, écrit Amos Biderman. L'Europe les craint ainsi que les États-Unis. Il n'y a plus dans le monde un caricaturiste ou un éditeur qui prendra le risque de les affronter. Ils tremblent tous de peur. Je me sens menacé depuis l'affaire des caricatures danoises du prophète Mahomet. Je ne traite plus ce sujet. J'ai conscience des conséquences ici, en Europe et au Proche-Orient, écrit Amos Biderman. Alors, on va reparler avec Michel Kishka, caricaturiste que l'on reçoit régulièrement sur i24 News. Une réaction, Daniel Sheikh peut-être, à une information que j'ai lue ce matin. Les quotidiens américains, les grands quotidiens américains qui ont décidé de ne pas reprendre certaines des caricatures de Charlie Hebdo. Le seul à les avoir reprises, c'est le Wall Street Journal qui, lui, a décidé en revanche de ne tout de même pas mettre des caricatures où le prophète Mahomet figure. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait partie du vrai combat qui a été lancé hier. Et il y a évidemment la guerre réelle contre le terrorisme, mais c'est aussi une guerre de valeurs. Mais qui sommes-nous pour donner la leçon à tel ou tel journal ou tel journaliste? D'un côté, nous aurions aimé de voir, au contraire, tous les journaux du monde s'insurger contre cette menace violente et dire non, nous n'allons pas céder. D'un autre côté, il s'agit d'individus qui ont des familles, qui ont des enfants et qui, sans doute, ce matin, réfléchissent à 2 fois, à 3 fois, à 5 fois, avant chaque dessin, chaque phrase qu'ils vont taper sur leur ordinateur pour envoyer à la rédaction. Et on posera cette question également à Michel Kishka tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Maurice, je voudrais qu'on se concentre à présent sur la presse arabe. Oui, alors je vais vous épargner pratiquement tous les quotidiens, que ce soit en Iran, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Jordanie et dans l'autorité palestinienne qui condamnent cet acte terroriste. On va s'intéresser par exemple à Al-Quds qui titre « La France est le cauchemar du terrorisme. État d'alerte dans certains pays européens et crainte de réaction islamophobe », écrit le quotidien palestinien. En d'autres termes, la possibilité que l'incident soit exploité pour inciter plus largement contre l'islam et pointer un doigt accusateur craint le quotidien Al-Quds. Le fait que les 2 assaillants étaient armés de Kalachnikov et d'une lance-roquette, qu'ils portaient des gilets pare-balles et qu'ils aient déclaré avoir vengé le prophète prouve que l'opération avait été minutieusement préparée. Les assaillants ont certainement été formés à l'étranger dans les rangs djihadistes et réinfiltrés en France, estime Al-Quds. Arabe 48, c'est un journal israélien, arabe-israélien. Les auteurs de l'attaque contre Charlie Hebdo, des Français d'origine algérienne. Un titre basé sur les informations diffusées par des sources sécuritaires françaises. Les 3 assaillants ont été identifiés des citoyens français, insiste Arabe 48. Alors peut-être que cette problématique intéresse beaucoup les Arabes israéliens. 2 frères, 34 et 32 ans, Saïd et Chérif Kouachi, originaires d'Algérie, sont toujours en cavale. Un des frères avait été condamné en 2008 sur des accusations d'appartenance à une cellule irakienne à Paris. Le 3e, Hamid Mourad, se serait livré à la police, écrit le journal. À la rame, l'attaque contre Charlie Hebdo ne représente pas l'islam. Le quotidien égyptien considère que l'attaque contre Charlie Hebdo est un acte criminel perpétré par des sauvages et qui n'a rien à voir avec l'islam. Une prise de position de l'Association des journalistes égyptiens, mais aussi de l'Institut Al-Azhar, prestigieux centre d'études islamiques en Égypte. L'Association des journalistes égyptiens ajoute que la lutte contre le fascisme et le terrorisme ne doit pas être le problème d'un État, mais concerne toute l'humanité. Et le quotidien égyptien de souligner l'inquiétude du haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Zeid Ra'ad El Hussein,
qui pense que le massacre pourrait provoquer une réaction xénophobe et jouer ainsi le jeu des extrémistes. On passe en Turquie avec Zaman, le massacre de Paris, le monde sous le choc. Le quotidien turc rappelle que Charlie Hebdo est un hebdomadaire controversé pour ses attaques satiriques contre les leaders politiques et religieux. Le dernier tweet de l'hebdomadaire, souligne Zaman, se moquait d'al-Baghdadi, le calife de l'État islamique qui a pris le contrôle de larges parties de l'Irak et de la Syrie. Parallèlement, Zaman publie une colonne sur la condamnation de l'attaque par les théologiens musulmans. Hussein Gultekin, par exemple, je ne pense pas que ceux qui ont tué avaient une compréhension correcte de l'islam. Logiquement, Zaman consacre un article à la condamnation turque de l'attaque, mais aussi aux appels à lutter contre l'islamophobie. Jacques Neria, une réaction peut-être à ce mode opératoire et au travail que les autorités françaises vont devoir fournir à présent. Vous nous parliez de ce travail dans la dentelle. Hein. On voit même, en tout cas quand on a l'œil d'expert, et c'est ce dont vous nous parliez hors antenne, on voit même dans la façon de courir de ces jeunes hommes de shérif, un entraînement. Surtout, on voit très bien que c'est quelqu'un qui a reçu un entraînement militaire. On voit très bien quand il exécute le policier, il ne prend même pas le temps de s'arrêter une seconde, mais il exécute en courant. Je dirais, le maniement des armes témoigne ici d'une grande maîtrise et du fait que ces deux-là ont reçu un entraînement militaire. Maintenant, est-ce que c'est en Irak d'un côté, donc, ou en Syrie, donc l'État islamique, ou c'est plutôt du côté du Mali, là où la France a été intervenue dernièrement, et je dirais l'après-choc de la confrontation avec Belmokhtar, des Mourabitoun au sud de l'Algérie. Le fait que ces trois individus soient des Français d'origine algérienne, le fait d'avoir été, je dirais, immiscés dans un milieu de salafistes algériens, tout tente à... Et le fait aussi que c'est pas des loups solitaires. Non, c'est loin de là. Le fait même que le FBI se soit joint à cette enquête veut dire très clairement qu'il s'agit ici d'une dimension internationale et non pas limitée à une banlieue parisienne ou au 11e arrondissement. Christian Mallard, on revient vers vous et le mot de la fin finalement qui va vous revenir avant de refermer cette première partie de notre morning. La crainte finalement aujourd'hui en France, à Paris également, c'est que ça se reproduise, comme on le disait il y a quelques instants, avec d'autant plus d'envergure. Oui, tout à fait. Jacques Neria a raison quand il dit qu'il va falloir travailler dans la dentelle, parce qu'on voit bien que maintenant ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on est dans une nouvelle guerre, une nouvelle forme de terrorisme qu'il faut affronter, avec ce commando de 2 personnes bien entraînées, bien aguerries, en effet, comme le disait si bien Jacques Neria, et donc ça peut se reproduire à tout moment dans les grandes surfaces. C'est pour ça que le plan Vigipirate a été élevé au plus haut niveau, c'est-à-dire surveillance accrue, plus étroite, des mosquées, des synagogues, des grands lieux publics, les grandes surfaces, les écoles. Donc on a l'impression que petit à petit, on vit un peu en état de siège quelque part. J'exagère, mais je caricature un peu, mais ça va être ça. Donc les Français ont peur, ils se posent des questions, il faut les rassurer, le défi est grand et ça ne sera pas simple. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir été avec nous en direct de Paris. Donc, restez sur i24 News juste après un nouveau journal présenté par Julien Baloul. On reparlera avec Ali Waked et nos invités sur ce plateau de cette catastrophe. Merci à vous, Daniel Cheikh, d'avoir été en notre compagnie ce matin. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning, une édition spéciale consacrée à l'attentat hier à Paris qui a visé Charlie Hebdo. Avec nous sur ce plateau, Ali Waked, vous nous avez rejoint. Bonjour, spécialiste du monde arabe. Merci d'être avec nous. Jacques Neria, toujours en notre compagnie. Betsabé Salem, on commence avec vous. Bonjour, revue de presse française et internationale. On va s'intéresser aux réactions de la presse en France suite à l'attentat d'hier. Oui, alors bien sûr avec ces derniers développements, puisque cette nuit un des 3 suspects s'est rendu à la police. C'est ça qui fait les grands titres ce matin dans la presse. Regardez Le Monde qui rappelle 2 frères de 34 et 32 ans, Saïd et Chérif Kouachi, sont donc toujours recherchés, qui publie un reportage aussi
Place de la République hier, où la foule s'était littéralement agglutinée, où la consternation régnait. Bien sûr, à 17h, une centaine de manifestants étaient réunis sur la place. Vers 19h, ce sont près de 15 000 personnes, selon la police, qui se massaient au pied de la statue de la République. Et dans les rues adjacentes, finalement, ils seront 35 000. Ils sont venus témoigner de leur colère et de leur indignation dans le calme des manifestants qui tenaient ces pancartes en solidarité de Charlie Hebdo. Nous sommes tous Charlie. Nous sommes tous Charlie qui a été repris par Libération. Regardez en plein pot sur son site. La une aujourd'hui sera entièrement noire en version imprimée et qui raconte que des dizaines de mobilisations se sont organisées dans d'autres villes de France, à Toulouse, à Lyon, à Perpignan et d'autres. Et dans son édito, Libé, signé Laurent Geoffrin, le directeur de la publication, admire ces dessinateurs que nous avons perdus. Cabu, le pacifiste généreux, Wolinski, le plus drôle, le sybarite tendre, Charb, le père courage. Libération est touché au cœur. Charlie et sa bande, ce sont nos cousins avec leurs amis, leurs familles. Nous pleurons. Charlie, c'est la tolérance, c'est le refus du fanatisme, c'est le défi au dogmatisme. Et dans cette tristesse infinie qu'on peut lire dans Libération, eh bien, le message est clair. Alors, est-ce qu'ils ont tué Charlie? Non, ils ont raté leur coup. Charlie vivra parce que Charlie vivra à travers nous tous. Alors, Je suis Charlie, ça a été récupéré par beaucoup de journaux. On l'a dit par le Figaro aussi. Regardez, dans le Figaro, Adrien Jaume s'affirme que l'attaque contre Charlie Hebdo marque la rencontre de deux formes de terrorisme parentes, mais jusqu'ici distinctes. L'une relève d'un mélange entre le crime d'horreur, le crime d'honneur, pardonnez-moi, et le délit d'opinion. L'autre, c'est l'attentat aveugle, massif contre des cibles symboliques, un attentat pour faire le plus de victimes possible, une menace désormais beaucoup plus dangereuse que celle des loups solitaires qu'on connaît un peu plus au profil de déséquilibrés. Alors du noir, toujours du noir, bien sûr, pour la une du Parisien, et ce mot d'ordre, ils ne tueront pas la liberté. Encore une fois, ce refus d'admettre que la terreur l'emporte sur le droit à l'expression. La une de l'Équipe, aussi premier quotidien en France, journal sportif, plein pot sur le massacre d'hier avec ce score, liberté contre barbarie. Une défaite flagrante, 0 contre 12. 12, ce sont bien sûr les victimes hier lors de l'attentat contre la liberté. Émotion, la presse qui est secouée également, Betsabé, sur la scène internationale. Oui, alors Je suis Charlie a traversé les frontières de l'Hexagone. Regardez la une de Tigde en Belgique qui a repris Je suis Charlie, toujours sur fond noir. Vous allez la voir ou peut-être pas. En tout cas, c'est un fond noir. C'est le signe d'or des médias européens et dans le monde. En Allemagne, aujourd'hui, Bild, tabloïd, qualifie les suspects de meurtriers avec une série de points d'exclamation. On n'y va pas de main morte. En Grande-Bretagne, le Times, une attaque contre la liberté. Les titres vraiment sont plutôt agressifs. Le Guardian, un assaut contre la démocratie, etc. L'Independent a même fait un doigt d'honneur. Vous voyez le Times donc en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, l'International New York Times, des terroristes frappent le cœur de Paris, puisqu'on le rappelle, l'attentat a eu lieu en plein jour dans la capitale française. Et voilà, la capitale française touchée de plein fouet, et puis du coup ça provoque aussi une vague d'émotions sur les réseaux sociaux. Également. Voilà, alors rapidement, Je suis Charlie a été repris plus de 250 000 fois sur Twitter. Twitter a même publié une data visualisation qui permet en fait de voir d'où viennent tous ces tweets qui ont repris le mot d'ordre, le mot-clé, Je suis Charlie. Dans les mots postés sur Twitter, vous avez bien sûr pétrifié, horrifié, indigné. Et puis vous avez liberté d'expression, et je finirai là-dessus. Merci Betsabé, vous restez avec nous. Ali, une question, une première réaction de votre part quant à ce qui est arrivé et survenu hier à Paris et notamment face aux réactions à présent en France. Est-ce qu'on va vers plus de crainte ou au contraire une réaction modérée, posée des autorités et de la population ? Bon, je ne sais pas dire quelle va être la réaction des autorités françaises, Nathalie, mais si ces derniers mois ont discuté, est-ce que l'attitude, est-ce que la stratégie de la communauté internationale vis-à-vis le djihadisme global, cette stratégie qu'on a vue, pas assez loin d'être suffisante dans cette guerre contre l'État islamique en Syrie ou en Irak, est-ce qu'on va voir ce qu'appelait hier Nicolas Sarkozy plus de fermeté, ou est-ce qu'on va
voir encore des hésitations vis-à-vis l'islam, le djihadisme global. Mais une petite remarque, dans le monde arabe, il y avait des discussions. Est-ce que la communauté internationale veut vraiment trancher cette guerre contre l'État islamique ou est-ce qu'elle veut maintenir cette guerre dans les frontières syro-turques ou en Irak pour éviter que ces quelques milliers de combattants de l'État islamique et de Jabhat al-Nusra ne rentrent pas en Europe. À mon avis, hier, on a reçu la réponse. Il y a des centaines, voire peut-être des milliers de sympathisants du djihad global qui se trouvent sur le sol européen. Pas besoin de rentrer de l'Irak ou de la Syrie pour commettre ces atrocités, ces massacres sur le sol européen. Et la question, quelle va être l'attitude de la communauté internationale? Est-ce qu'on va continuer à essayer de manœuvrer et d'aller entre les gouttes, ou comme l'a dit le président Obama, without boots, ou est-ce qu'on verra une attitude beaucoup plus ferme? Alors mais si les réponses se réduiront à l'aspect militaire, à mon avis, on va rater. Alors on va se tourner vers Christian Ballard en direct de Paris. Christian, est-ce que là la France finalement se retrouve au pied du mur, hein? Il n'y a plus le choix pour les autorités françaises. Elles ont été touchées en leur sein. Il va falloir agir. Il va falloir agir sous la pression populaire, et j'ai envie de dire, et puis la pression politique aussi, parce qu'encore une fois, je vous le disais dans la première partie de cette session spéciale de ce matin, que Marine Le Pen, le Front National, les extrêmes droites sont en train sans doute de préparer un surfing encore davantage plus marqué concernant la lutte qu'il faut mener contre l'intégrisme, le fondamentalisme islamique dans notre pays, puisque nous savons, mais nous ne le disons pas assez fort, partout dans tous les médias, qu'il y a des réseaux islamistes terroristes dans notre pays, à travers le pays. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le pays est en état de choc, en état de siège, il va falloir se réveiller. Et en plus, je disais tout à l'heure, le Premier ministre Manuel Valls nous avait quand même préparé il y a 5-6 jours à ce type d'attentat en disant « Jamais la France n'a été autant menacée par la perspective d'un attentat terroriste, par le terrorisme ». Donc on y est maintenant, on a été frappé en plein cœur, il faut réagir, c'est ce qu'attendent les Français, sinon il y aura un grand mécontentement qui rejaillira sur le monde politique. Alors et encore réagir... une fois de plus, je dis 2 mots. Je dis que simplement, les Français aujourd'hui pensent, globalement, qu'on a été trop laxiste pendant des années, aussi bien avec des gouvernements de droite que de gauche. Alors justement, merci Christian, vous en parliez Jacques tout à l'heure de ce laxisme. Réagir, d'accord, mais réagir comment? Il n'y a personne qui a trouvé vraiment la bonne recette. Écoutez, la bonne recette, effectivement, est très difficile à avoir. Il faut rappeler cette donnée-là. Il y a 81 nationalités qui se battent en Irak et en Syrie. Ce sont des volontaires venus de l'étranger. De ces 81 nationalités, 50% des combattants viennent d'Afrique du Nord et de France et de Belgique. Ce sont des francophones. On appelle leur brigade les Liwa al-Faransioun, donc les brigades des Français. Émilie. Je vous en prie, Jacques, continue. Oui. Alors, tout cela nous fait comprendre qu'il y a effectivement des réseaux très lourds qui existent en Europe et en Afrique du Nord et qui communiquent un avec l'autre et qui tissent, je dirais, une espèce de réseau qui sera très difficile à décortiquer. C'est le principal travail des services de renseignement aujourd'hui, de rentrer dans la dentelle et d'essayer de comprendre ce qui se passe, comment les choses se font, comment est-ce que les réseaux engagent, recrutent, comment est-ce qu'ils entraînent, où est-ce qu'ils entraînent, est-ce que c'est au sud de l'Algérie? La France aujourd'hui, elle a les armes pour Alors, ça? la France a déjà des armes, il ne faut pas sous-estimer les services français. Le fait qu'en moins de quelques heures, on sait déjà qui sont les assassins, on connaît déjà plus ou moins l'histoire de tout le monde, donc ce qui fait que les services sont au courant. Ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement ajouter de la surveillance. En premier lieu, la surveillance, je veux dire la surveillance des caméras sur Paris, des systèmes, ce qu'on appelle nous des safe cities, donc c'est des systèmes qui vont assurer beaucoup de sécurité, mais aussi, je dirais, et donc à augmenter tout ce qu'il y a comme renseignement électronique, renseignement humain, tout ça, noyauter toutes ces cellules-là, ça c'est d'un côté, de l'autre côté, passer à l'offensive. Si jamais il n'y a pas d'offensive, c'est-à-dire essayer d'attaquer les cellules et de les trouver, de localiser et les déjà, neutraliser. Pour les djihadistes, la France est déjà à l'offensive. Elle est en Afghanistan, elle est en Irak, elle est en Syrie. Je suis d'accord. Pour eux, c'est déjà une bonne raison pour attaquer sur le sol français. Je parle de l'offensive au sein de la France.
dans l'hexagone français. Je ne parle pas des réseaux à l'extérieur. Naturellement, les réseaux à l'extérieur sont en lutte constante avec les Français. Si c'est au Mali, si c'est en Centrafrique, vous avez le Séléka, ce sont des musulmans. Alors justement, Jacques et Ali, je voudrais prendre une conclusion de Christian Mallard qui va devoir nous quitter. Christian, vous êtes en direct de Paris. Parlez peut-être de ces djihadistes et de cette crise identitaire, au fond, dont on parle beaucoup également. Il y a beaucoup de gens dans la population musulmane, des jeunes en particulier, de la deuxième, troisième génération, qui ont double nationalité parce qu'ils sont français ou d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne, qui ne se sont pas toujours adaptés ou intégrés à la société française. Il y a encore une fois, c'est le problème fondamental. C'est un problème d'éducation à la base. Et de gens qui ont été abandonnés par leurs parents, qui ont baissé les bras parce que soit ils étaient au chômage, soit on ne leur a pas donné d'espoir pour l'avenir, et donc ils ont été récupérés, ce réceptacle du désespoir, par des réseaux islamistes bien organisés dans certaines banlieues de grandes villes françaises, et récupérés aussi, comme je le disais tout à l'heure, par des imams radicaux de mosquées. Il faudrait peut-être procéder à la nomination choisie, sélective de ces imams radicaux de mosquées, dont certains sont des grands manipulateurs et sont pour le djihad. C'est pour ça que je pense qu'il faut un réveil qui soit salutaire, à la fois pour tous les Français, et puis essayer d'expliquer un peu, de se mettre autour d'une table et de voir ce qu'on peut faire pour davantage intégrer de façon rationnelle et intelligente ces jeunes qui sont souvent désœuvrés. Merci beaucoup, Christian. En Jordanie, en Égypte et dans pas mal de pays arabes, dans beaucoup de pays arabes, les imams présentent leurs sermons avant de les donner. Donc ils sont surveillés. Alors qu'en France, par exemple, vous pouvez, dans la population des prisons est généralement majoritaire musulmane, il faut reconnaître les choses comme elles le sont, ils sont radicalisés à l'intérieur des prisons par des cassettes et des livres, tout ça. La France fait partie d'une coalition internationale contre l'État islamique, dans le cadre de laquelle, par exemple, le Qatar et l'Arabie Saoudite fassent aussi partie. Ok. Non, le Qatar et surtout l'Arabie Saoudite financent pas mal des mosquées en Europe. Ces mosquées qui adoptent le style le plus radical de l'islam, c'est le wahhabisme. Donc il y a une contradiction. Il faut pour les États européens de décider. On fait des alliances avec les Saoudiens pour battre Bachar Assad, et du coup on implore le fait que les Saoudiens financent ces imams qui eux encouragent ces jeunes comme les deux comme vous le savez, il y a 2500 combattants saoudiens qui se battent en Irak. Donc l'Arabie Saoudite vit une certaine dichotomie. À mon avis, que le français, voilà, une dichotomie qui est aberrante. Il est vrai qu'il faut mettre un stop à l'argent saoudien et à l'argent qatari en Europe. Et d'où il doit venir ce stop ? Le stop, il doit venir de la communauté internationale, de l'Europe, des États-Unis, qui ne peuvent pas continuer à fermer les yeux parce que les Saoudiens sont considérés comme un pays arabe pragmatique, comme un allié, de l'Occident, alors que là, on peut collaborer parce qu'ils émettent sur le même onde quand il s'agit de la Syrie ou quand il s'agit de l'Iran, mais fermer... Ce stop aussi, Ali, ne devrait pas venir finalement de la communauté musulmane en France, dans le monde aussi, qui devrait condamner plus fermement d'une seule même voix cet acte. Pas seulement en France, Nathalie. Hier soir, j'étais dans un rassemblement pas loin de nos studios, et j'ai du mal à dire qu'il y avait pas mal, peut-être la majorité des gens qui ont exprimé une certaine compréhension à ce qui s'est passé hier en France. Ils ont humilié le prophète, c'est le prix qui paie. C'est vrai, pas tout le monde a félicité le fait qu'il y avait 12 personnes qui ont perdu leur vie, mais l'acte n'a pas été condamné. Non, je dirais très clairement et je dirais très froidement, il s'agit d'une majorité dans la population musulmane qui reconnaît qui se disent aujourd'hui, ils l'ont bien mérité. Ils ont attaqué le prophète, ils ont profané notre religion, ils ont reçu ce qu'ils méritaient. Vous savez, Nathalie, on parle de dialogue entre religions. Alors, ces mêmes djihadistes qui ont félicité cette attaque, même ne sont pas d'accord avec cette notion de dialogue de religion, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de dialogue entre une religion qui soit supérieure et des autres religions. Pour Dieu, il y a une seule religion, c'est l'islam. On ne peut pas dialoguer. Dialoguer, c'est le cheval de
droit qui va permettre aux autres religions de pénétrer dans le monde, de s'infiltrer dans le monde islamique. Donc la question est très compliquée. Mais il faut sans doute un dialogue parce qu'il y a pas mal de musulmans qui ne comprennent pas que le prophète est saint pour les musulmans, mais la liberté d'expression elle est plus sainte pour les Européens. C'est sur ces mots, Ali, que l'on terminera pour cette première heure. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. On se retrouve dans quelques instants, juste après un tout nouveau journal. Sur le plateau de cette édition spéciale consacrée à l'attentat d'hier qui a eu lieu à 11h20 à Paris dans les locaux de Charlie Hebdo. 12 personnes ont été tuées. Cette nouvelle déclaration du ministre français de l'Intérieur Manuel Valls du Premier ministre qui déclare que des interpellations et des gardes à vue ont été annoncées. Les suspects auraient été suivis. Voilà donc les dernières déclarations de Manuel Valls. Dans quelques instants, nous recevrons et nous serons en ligne avec Michel Kishka, caricaturiste. Il nous parlera de ces gens qui sont morts et qu'il a connus et côtoyés dans son travail au quotidien. Mais pour l'heure, nous sommes avec Myri Maman. Bonjour Myri, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, je suis Charlie, ça figure derrière vous sur notre écran et ça a été repris, scandé par des dizaines, près d'une centaine de milliers de personnes hier dans les rues de Paris, dans les rues de la France entière. Aujourd'hui, c'est le message. Oui, des millions sur Internet également. Alors, il faut savoir qui est Charlie Hebdo, c'est quoi? Donc, c'est un journal, tout ça, on l'a compris, une rédaction qui a été décimée hier. C'est un journal satirique de gauche, voire extrême gauche, proche des écologistes notamment. Il est connu surtout pour ses caricatures et ses articles mordants. Et les caricatures et la satire, c'est en fait une ligne éditoriale de ce journal depuis le début des années 70, avec Kavanagh et Wolinski. Wolinski qui est malheureusement donc décédé dans l'attentat hier, qui ont déclaré qu'ils voulaient créer un journal bête et méchant. C'est comme ça que c'est parti. Son ancêtre, c'est Harakiri, qui était déjà connu pour ses titres choquants, mordants également, et qui a été, lui, interdit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à cause d'une déclaration, d'un titre sur le général de Gaulle, balle tragique à Colombey, un mort, voilà, il a donc été interdit. Mais c'est en 2006 que Charlie Hebdo connaît un véritable bouleversement. C'est là où le journal bascule. Charlie Hebdo qui publie 2 caricatures du prophète Mahomet. Ce sont ces fameuses caricatures qui ont été publiées dans un journal danois et qui ont provoqué la colère des islamistes à travers le monde arabo-musulman. Et c'est donc cette publication de ces dessins qui a fait de Charlie Hebdo une cible pour les islamistes et maintenant on sait aussi les djihadistes. Et dès ce moment-là, les journalistes reçoivent des centaines de menaces par écrit, par Internet. En tout cas, ils sont menacés de mort. La rédaction refuse pourtant de céder à la pression, Nathalie. Et comme l'expliquait à l'époque le caricaturiste Charb, on l'écoute. Moi qui suis athée, Mahomet c'est éventuellement un personnage historique et je peux le représenter comme je peux représenter Napoléon ou De Gaulle ou n'importe qui d'autre, ou Marx. On peut rire avec l'islam et les musulmans sont prêts à rire d'eux-mêmes aussi. Sauf qu'à les considérer à chaque fois comme des handicapés du rire, on ne fait pas du tout le jeu de l'islam en France, l'islam apaisé. On fait le jeu des extrémistes en pensant que tous les musulmans vont réagir comme des extrémistes. Une liberté de ton, une forme de résilience aussi, d'une certaine façon qu'on entendait là avec Charb. Et finalement, cette liberté de ton, le journal ne l'a jamais abandonné en dépit des menaces, en dépit de ces incendies également dont vous faisiez. Oui, parce que les menaces deviennent finalement des actions de leurs détraqueurs. En novembre 2011, il y a un violent incendie au siège même de Charlie Hebdo et les locaux ont été attaqués au cocktail Molotov en plein milieu de la nuit. 2 tiers du bâtiment ont été détruits. Alors pourquoi cet incendie? Charlie Hebdo en fait vient de publier un numéro baptisé Charia Hebdo. On va voir dans un instant à l'écran la une de ce Charia Hebdo. Et donc à l'époque, voilà, vous voyez, 100 coups de fouet si vous n'êtes pas mort de rire. Voilà, vous voyez, c'est toujours le côté humoristique. On parle d'une satire, d'une caricature, c'est évidemment pour faire rire. Nathalie, c'est important. Alors à l'époque, aucune victime n'est à déplorer, mais un nouveau pas est franchi. On l'a dit, on passe de la menace au passage à l'acte. Mais cette attaque ne fait que renforcer encore cette envie de s'exprimer et c'est les convictions des journalistes. Regardez. Alors on nous a expliqué que la charia c'était pas si grave que ça et qu'il y avait des charias plus ou moins douces. Donc on a pris ça un peu au pied de la lettre, on s'est dit bon ben dans ces cas-là si c'est pas si grave que ça on doit pouvoir faire des numéros comme celui qu'on a fait cette semaine. Et
finalement, le résultat montre qu'il n'y a pas de charia douce. Hein. C'est toujours l'intégrisme ne peut être qu'intégriste et radical et totalitaire. Les attaques contre la liberté d'expression aujourd'hui viennent essentiellement et surtout de religieux intégristes, que ce soit des catholiques comme au théâtre du Châtelet ou des islamistes. Donc c'est la religion qui menace la liberté d'expression aujourd'hui. Donc c'est là-dessus qu'il faut être vigilant et intransigeant. Ouais, donc la religion, hein, c'est la cible finalement de Charlie Hebdo, pas dans le sens des religieux, hein, ils n'attaquent pas les religieux, mais la religion, ils disent qu'une religion peut être tout à fait critiquée et est critiquable. Après cet incendie, ils ont été hébergés par la rédaction de Libération pendant un certain temps et avec une ferme intention de revenir dès la semaine d'après avec un nouveau journal pour faire un pied de nez à ceux qui avaient mis le feu à la rédaction, à cet immeuble. Et en septembre 2012, alors qu'ils sont dans leurs nouveaux locaux, ils récidivent. Donc Charlie Hebdo récidive et publie une nouvelle caricature du prophète Mahomet, puisqu'on sait que c'est là tout le nœud du problème. En tout cas, c'est à chaque fois qu'il y a une publication, voilà, vous voyez, donc Intouchable 2, faut pas se moquer. Et donc là, ils font clairement référence à la religion, puisque à chaque fois qu'ils critiquent, que ce soit le judaïsme, le catholicisme ou l'islam, eh bien, ils ont droit à une salve de menaces. Et puis donc, les menaces sont tellement immédiates sur les journalistes. Et après cet incendie, un an auparavant, eh bien, ils sont sous protection policière et on l'a vu, ça n'a pas suffi hier. Alors Charlie Hebdo, hein, qui a beaucoup énervé, qui a attisé hein, les consciences, pas seulement des musulmans, pas seulement de l'islam, hein, tout a été critiqué par Charlie Hebdo. Vous avez décidé de retenir certaines de leurs caricatures. En fait, 3, parce qu'il y en a trop. Il y en a 3. Alors il y a celles qu'on déteste, il y a celles qui nous font rire, celles qui nous font un petit peu moins rire. En tout cas, il y en a 3 que j'ai retenues. Il y a la première que l'on va voir s'afficher à l'écran, c'est celle qui a été publiée hier, juste avant l'attentat par Charlie Hebdo sur les réseaux sociaux, Facebook, mais aussi Twitter, une caricature signée Charb qui est mort hier, tué. Elle a un goût amer, hein, cette caricature. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça fait froid dans le dos aujourd'hui, toujours pas d'attentat en France. Attendez, on a jusqu'à la fin janvier pour présenter ses vœux. Voilà, c'est évidemment, ça donne une impression qu'ils ont vu venir les choses quelque part, peut-être qu'ils ont eu plus de menaces, on ne sait pas. En tout cas, l'atmosphère en France, hein, on le sait, avec les déclarations de François Hollande, était à déjouer des attentats, en tout cas des attentats qui étaient imminents. Alors la deuxième caricature date également d'hier, et vous allez voir là aussi, c'est de nouveau quelque chose qui est prémonitoire quelque part. Elle est également publiée sur Facebook. Meilleurs vœux au fait, vœux al-Baghdadi aussi, al-Baghdadi qui est donc le chef de l'État islamique, comme vous le savez. Voilà, là aussi, hein, il fait... Ce qui fait référence une fois de plus à l'implication française dans les conflits dans notre région, en tout cas en Syrie, en Irak, au Mali précédemment. Une dernière caricature que vous avez décidé. Oui, alors on ne pouvait pas ne pas parler de la dernière une de Charlie Hebdo qui est sortie donc hier, jour de cet attentat, où il revenait sur la polémique du livre écrit par Houellebecq. Voilà, en 2015, je perds mes dents. En 2022, je fais Ramadan. Voilà, ils ont lutté, la rédaction de Charlie Hebdo a lutté pendant longtemps contre Houellebecq, l'accusant d'islamophobie notamment. Et donc, voilà, c'est encore quelque chose qui se raccroche à l'actualité et, voilà, et qui, malheureusement, a été... plus ou moins arrêté hier. Un mot, Myri, avant qu'on en parle avec Michel Kishka, qui en a connu un certain de ces caricaturistes et de ces membres de la rédaction de Charlie Hebdo, sur ces 4 membres, finalement, sur les 12 personnes qui ont été tuées. Oui, c'est important. Ce sont 4 figures de Charlie Hebdo et à Georges Wolinski, pour commencer, cofondateur du journal. Alors, c'est lui qui, avec le dessinateur Ciné, pose les bases hein, de l'humour politique. On va voir tout de suite 2 de ces caricatures et qui fera les beaux jours de Harakiri, puis évidemment de Charlie Hebdo. Alors sa patte, c'est décrypter les travers des personnages excessifs aux tirades de café du commerce, souvent avec une touche coquine. Voilà, donc on voit, il dénonce évidemment les inégalités sociales souvent et d'une manière, voilà, là il parle des vœux de 2015 de François Hollande. Alors il y a aussi Charb, bien sûr, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est Stéphane Charbonnier qui est devenu directeur de Charlie Hebdo en 2009. Ces célèbres personnages, Maurice et Patapon, mais il faut surtout connaître ces dessins, voilà, du prophète Mahomet, qui ont évidemment, sont des dessins sulfureux qui ont provoqué pas mal de réactions. Il y a aussi Cabu, qui dessinait non seulement pour Charlie Hebdo, mais aussi pour Le Canard enchaîné.
enchaîné. Et enfin, il y a aussi T-News qui collabore depuis 1980 dans ce journal et dans Marianne notamment. Merci beaucoup Myri de leur avoir rendu hommage ce matin. Michel Kichka, bonjour, vous êtes avec nous en direct de Jérusalem. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Alors Charb, Kabu, Wolinski, T-News, Marie, vous avez perdu finalement des amis. Est-ce que vous les connaissiez tous? Alors d'abord, il faudrait que j'ajoute un nom parce que dans la nuit, un nom s'est ajouté, un dessinateur qui s'appelle Philippe Honoré et qui est un dessinateur, il était plutôt la noblesse du trait. Il était un petit peu à part dans Charlie Hebdo. C'était un homme qui avait un trait beaucoup plus retenu et beaucoup plus esthétique. Aussi un grand dessinateur, peut-être moins populaire, au sens large du mot populaire, mais il faisait partie de l'équipe. Donc c'est vraiment 5 dessinateurs qui étaient l'âme et le pilier central du journal. Je ne sais pas, comme je l'ai dit hier déjà, je ne sais pas si le journal va s'en relever, s'il ne va jamais s'en relever. Mais dans les noms qu'on a évoqués, évidemment, vous savez, à force d'aller à des rencontres de dessinateurs de presse en France, j'ai fini par faire la connaissance de Wolinski, de Kabu. Kabu, j'avais un amour particulier pour lui parce que il a fait vraiment partie de mon adolescence aussi, parce que j'ai lu Le Grand Duduche dans Pilote, dont il était l'auteur. J'étais au lycée. Et dans les dessinateurs, il y a Charb, je ne le connaissais pas personnellement, mais Tignou, j'étais très ami avec Tignou. C'est vraiment un personnage pour lequel j'avais une grande affection et une grande admiration pour son travail, sa capacité d'autodérision, la rapidité de son trait, son talent, sa langue bien pendue. Il avait vraiment énormément de qualité. Et derrière cette façade un peu rustre que tous les dessinateurs finalement de Charlie Hebdo dont il s'habille, c'était une âme très sensible et un homme d'une grande gentillesse et d'une profonde humanité. Alors, pour vous, alors ce sont des amis perdus, ce sont des collègues, ce sont des amis perdus, mais j'essaye de voir ça et au niveau personnel et intime, et au niveau un peu plus macro, un peu plus global, en me disant que quelque part, la France, mais aussi l'Europe, et sûrement aussi le monde occidental, est à un tournant. Il est à un tournant. Il y a une déclaration de guerre qui a été faite le 11 septembre 2001. Cette guerre continue et il va falloir réfléchir comment la mener intelligemment, cette guerre, et comment, dans ce cas de figure nouvelle, qui est un peu l'apanage du XXIe siècle, comment est-ce qu'on continue à dessiner? Il va falloir dessiner très intelligemment, ne pas avoir la main qui tremble, ne pas avoir peur. Alors ça, justement, Michel, je voudrais que vous réagissiez à cette déclaration de Charb. C'était en 2012 et c'était suite à l'incendie des locaux de Charlie Hebdo. Un dessin n'a jamais tué personne. Aujourd'hui, ça résonne un peu particulièrement, cette phrase. Oui, mais lui le disait dans l'autre sens, évidemment. Il disait qu'un dessin n'a jamais tué la personne que le dessin représente. Ça a pu l'offenser, lui déplaire, le vexer, ou lui plaire beaucoup, ça a pu le flatter, ça a pu l'énerver. C'est sûr que, vous savez, les politiciens que nous dessinons, ils ont deux choix. Soit on les dessine comme on a envie de les dessiner, soit on ne les dessine pas. Croyez-moi qu'ils choisissent tous la première solution. Parce que dans le deuxième cas, il n'existe plus. Et finalement, un dessinateur, même quand il critique, même quand il fait un dessin comme ça, derrière lequel il y a des intentions de faire mal quand même, de critiquer, d'abord c'est jamais pour tuer, c'est jamais avec beaucoup de méchanceté. Vous savez, il faut faire la nuance entre la méchanceté, qui est une chose, qui est un vilain défaut, et la hargne qu'on peut mettre dans un dessin, parce que finalement, un dessinateur de presse, les gens nous prennent souvent pour des amuseurs publics. Mais je pense que c'est un peu réduire notre rôle. On est des gens, nous réagissons tous à nos douleurs, à nos frustrations, à nos colères, face aux politiques, face aux situations. Et cette colère, on l'exprime à travers des dessins par lesquels on essaye de faire sourire, rire, réfléchir, mais on essaye aussi d'énerver parfois. Et je pense que quand on réussit à faire cela, on fait bien notre métier. Alors c'est vrai, cette déclaration de Charb, il en avait une autre. Il avait dit qu'il disait qu'il préférait mourir debout que vivre à genoux. Bon, ça c'est une phrase historique qui a été reprise à sa charge. Là aussi, je suis d'accord. Moi, je pense que la plus grave erreur que pourrait commettre un dessinateur aujourd'hui,
c'est au vu de cet événement dire moi je ne dessine plus, c'est trop dangereux, et poser sa plume. Le dessin, vous savez, c'est pas un métier qu'on choisit, c'est une vocation. Et une vocation, c'est elle qui vous choisit, c'est pas vous qui la choisissez. Alors justement, Michel, en quelques mots, pour conclure, qu'est-ce que vous allez décider de faire maintenant? Vos futurs dessins, ce sera quoi? Est-ce qu'il va y avoir, d'une certaine façon, un crayon qui sera un peu freiné dorénavant, ou qui sera amer, en tout cas, dans vos futurs dessins, aujourd'hui, demain, dans votre travail au quotidien? Écoutez, ni l'un ni l'autre. Ça va être ni freiné, ni plus amer, parce que je ne vais pas changer foncièrement. Mais je vais en tout cas penser. Je vais penser à eux quand je dessinerai. Et je vais penser à la manière dont ils auraient souhaité que nous continuions à dessiner s'ils avaient pu et eu le temps d'écrire un testament. Ils l'auraient écrit. Ils auraient écrit « Les copains, n'arrêtez pas. C'est un combat. » Et la liberté d'expression, même dans les sociétés démocratiques, c'est un combat, et c'est un combat de tous les jours. Et je pense qu'ils seraient fiers de savoir qu'on continue à le mener pour nous et pour eux-mêmes. Merci Michel Kichka. Ce combat, vous le continuerez dès demain sur i24 News, puisqu'on vous attend sur cette antenne et ce plateau même du Morning. Merci à vous. On va marquer une courte pause, un nouveau journal, et on se rejoint juste après. Retour sur le plateau du Morning pour la dernière partie de cette édition spéciale consacrée à l'attentat hier qui a eu lieu à Paris. Et l'on vient d'apprendre ces coups de feu tirés ce matin porte de Châtillon. Le tireur qui se serait réfugié dans le métro parisien. Un policier aurait été blessé. C'est en tout cas les différents développements dont on a entendu parler il y a quelques secondes. Et notez également que le Premier ministre Manuel Valls, Premier ministre français, a déclaré que 7 personnes étaient placées en garde à vue. La traque qui continue, réunion de crise aujourd'hui à l'Elysée. Une traque donc qui s'intensifie. Sur ce plateau avec moi, Maurice Ifirgan qui nous a rejoint. Rebonjour Maurice. Bethsabée Salem. Alors Bethsabée, on va parler, on l'a vu, Michel Kichka qui était il y a quelques instants avec nous depuis Jérusalem et qui était véritablement sous le choc, de la même façon que le sont et depuis hier plusieurs dessinateurs de presse. On revient justement sur certains dessins que cet attentat leur a inspirés. Déjà, Nathalie, c'est vraiment l'ensemble des dessinateurs de presse en France et dans le monde entier. On sent bien que d'ailleurs Plantu, par exemple, hier, des dessinateurs du Monde, vous allez voir un dessin de Plantu tout de suite expliquait que depuis hier, il avait reçu des centaines de dessins au monde. Voilà, des dessinateurs qui dessinent leur peine, leur dépit de tout cœur avec Charlie Hebdo, avec ce sang qui a coulé hier, qui coule du crayon de Plantu, un des plus grands dessinateurs français. Vous avez Martin Winberg, il est dessinateur, blogueur sur Le Monde. Aujourd'hui, je dessine pour Charlie Hebdo avec encore ce rouge, le rouge de ce carnage. Hier, le dessinateur Zep qui a dessiné un post sur son blog du Monde.fr avec cette mort bête et méchante. Bête et méchante, vous savez, les journalistes de Charlie Hebdo se réclamaient de ce style. Johan Sfar, dessinateur de presse bien connu, scénariste de BD, Le Chat du Rabbin notamment, sur son compte Instagram, qui demande où est le courage avec ce fusil face à ce crayon. L'auteur de bande dessinée Boulet qui représente Charlie Hebdo qui évite les balles. Voilà, alors vous avez cet homme armé, caché, et Charlie Hebdo qui vole un peu comme un ange. Finalement, la guerre asymétrique vue par Ixen. Regardez, autre dessinateur de presse, crayon à papier contre arme à feu, là encore. Cette guerre, la guerre asymétrique, donc, du dessin contre le terrorisme. La revue humoristique espagnole El Jueves, mauvais temps pour l'humour, avec cette encre rouge qui coule encore, qu'on n'a apparemment pas. Sur Twitter aussi, alors des dessins qui sont relayés pour beaucoup.
nous par la presse. Vous avez la une de l'Independent aujourd'hui qui fait beaucoup parler d'elle. Et pour cause, hein, un doigt d'honneur, voilà, qui n'a pas peur dans la mare de sang. Le doigt d'honneur, c'est comme un peu la liberté d'expression qui continue aux États-Unis. Vous avez Anne Telnaes, qui est destinatrice au Washington Post, qui a mis du sien aussi avec cette une de Charlie Hebdo que pas mal de journaux ont repris. Hein. Ils ont repris des unes de Charlie Hebdo régulièrement. Ou encore, vous avez Rob Torno à Philadelphie. C'est le dessinateur de presse au Philly Inquirer qui se dit mortifié, vous allez le voir, mais la liberté d'expression vaincra avec, encore une fois, hein, cette guerre asymétrique contre les crayons. Maurice Yvergand, guerre asymétrique contre les crayons, finalement c'est la presse dans son entièreté qui se sent attaquée, qui dénonce aujourd'hui cette atteinte à la liberté d'expression. Peut-être, mais pour ma génération, c'est une génération qui a grandi avec Harakiri à l'époque, l'ancêtre de Charlie Hebdo. C'est plus qu'un attentat, c'est plus qu'une attaque contre la presse, c'est toute notre jeunesse et tous les slogans de cette jeunesse. Et je constate que, je me souviens quand on était à Paris avec Charlie Hebdo dans la Harakiri dans la poche, on était regardé assez méchamment. Je veux dire, les gens n'aimaient pas Harakiri. On était considérés comme des bêtes et des méchants. Peut-être des insolents. Je me souviens des manifestations qui avaient eu lieu à Paris lors de la mort du président Charles de Gaulle, où il avait été titré balle tragique à l'Élysée, un mort. On nous insultait dans la rue quand on arrivait avec Charlie Hebdo, je veux dire, avec Harakiri. Donc, aujourd'hui, ça a changé en bien peut-être, parce que ce journal est porté au nu, mais il fut un temps où Charlie Hebdo était un journal vraiment satirique d'opposition, détesté par la population. C'était pour les jeunes révoltés, c'était pas pour les bourgeois de gauche et du 9e ou du 11e arrondissement. Donc il y a eu un changement. Toujours énervé, il a toujours énervé, toujours irrité, toujours crispé, mais il a toujours réussi à mettre le doigt sur les problèmes de société. Alors ça fait pas toujours plaisir, je sais qu'il y a des problèmes qui ont été traités peut-être d'une manière très dure, notamment... Mais c'est ce que finalement Michel Kichka disait, hein, les politiciens ont deux choix, ne pas être dessinés ou être dessinés de façon acide par ces dessinateurs, et puis finalement, ils préfèrent toujours être dessinés parce qu'ils existent. Harakiri s'en est pris très durement la classe politique française. Pompidou n'a pas été épargné, De Gaulle non plus, Giscard encore moins. Il y a eu ce tournant vers l'islam qu'il a pris contre l'islamisme, qui l'a mis en première ligne, mais le journal a toujours été détesté par l'ensemble de la population en France. Alors justement, je voudrais qu'on voit les réactions au sein de cette classe politique, pas seulement française, mais également mondiale. Écoutez. Union nationale, c'est le mot d'ordre. Quelques heures après la fusillade qui a fait plus de 10 morts dans les locaux de Charlie Hebdo, la classe politique française témoigne d'une même voix, de son émotion, de son effroi, de son indignation. Notre démocratie est attaquée, nous devons la défendre sans faiblesse. La fermeté absolue est la seule réponse possible. Il y a eu cette volonté tout de suite d'être présent aux côtés bien entendu de Charlie Hebdo, aux côtés des victimes, de leurs familles, mais aussi pour dire nous sommes une nation debout, quels que soient les coups qui peuvent être portés. Le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et le mouvement républicain et citoyen appellent tous à une marche républicaine samedi à 15h à Paris. C'est un combat national. Et ce n'est pas un combat de gauche, ce n'est pas un combat de droite, c'est un combat national français contre l'islamisme. Au-delà des frontières françaises, ce sont toutes les grandes démocraties qui sont profondément touchées par cet acte de barbarie. Les messages de soutien se sont multipliés au fil de la journée. Passer directement aux Parisiens et à tous les Français pour leur dire que tous les Américains se tiennent à leur côté, non seulement dans l'horreur, la colère et la condamnation de ce terrible acte de violence, mais que nous sommes également solidaires de votre engagement dans la bataille, la lutte contre l'extrémisme et de votre détermination à protéger la valeur qui fait si peur aux extrémistes et qui a toujours uni nos deux pays.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit consterné par cette attaque contre les deux piliers de la démocratie que sont la liberté d'expression et la liberté de la presse. Le Premier ministre britannique, David Cameron, dénonce dans un tweet une attaque révoltante. La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite bouleversée. Les drapeaux de l'Elysée en berne, des rassemblements spontanés. La France est en deuil, les esprits sont encore sous le choc. Après s'être exprimé sur les lieux du crime, François Hollande est allé rendre visite aux personnes prises en charge dans la cellule d'urgence médico-psychologique mise en place à l'Hôtel-Dieu. Les groupes Radio France, Le Monde et France Télévisions ont quant à eux annoncé ce mercredi mettre à disposition de Charlie Hebdo et de ses équipes l'ensemble de leurs moyens humains et matériels pour que l'hebdomadaire continue à vivre. Voilà, et puis notez ces informations qui nous parviennent au fur et à mesure des développements sur place, des coups de feu qui ont été entendus et tirés près de la porte de Châtillon, manifestement à Malakoff, à Paris. 2 policiers seraient à terre. Des circonstances sont toujours un peu floues, mais c'est en tout cas France Info qui relaie cette information et évoque un bruit de Kalachnikov. Le tireur aurait pris la fuite dans le métro. Voilà donc pour les informations que l'on peut vous donner à présent et dans ces dernières minutes. Alors, on va parler à présent avec vous, Maurice, de ces rassemblements républicains, ces slogans « Je suis Charlie » qu'on entend depuis hier. La France qui a finalement marché pour montrer, témoigner sa solidarité, son émotion, sa peine, son désarroi aussi face à ce drame d'hier. Nathalie, moi je dirais que la France est indignée mais reste digne. C'est un peu le résumé de ces manifestations à Paris. Il y a eu 35 000 personnes qui étaient sur la place de la République, pas très loin du siège de Charlie Hebdo. Et il faut dire que le rassemblement était prévu à 18h30. Les manifestants n'ont pas attendu 18h30 pour arriver. Dès 17h, la place était presque noire. Alors, il y avait 2 thèmes au cours de cette manifestation à Paris. D'abord, les valeurs et la liberté. J'ai noté des réactions de manifestants. C'est une attaque contre la liberté et la démocratie. Seule parole libre dans la presse. Charlie Hebdo, ce n'était pas un problème d'idée politique, mais un problème de tolérance, ce qui est bien plus fondamental. Et il y a aussi un autre thème qui circule dans ces manifestations, c'est la peur de l'islamophobie, la récupération xénophobe et le spectre du Front National. J'ai peur que ça va déclencher de ce que ça va déclencher en termes d'extrémistes, a dit Mathilde, une des manifestantes. Paul, peur des amalgames entre ignorance et musulmans, peur d'un surcroît de haine. Alors à Lille, ils étaient aussi plusieurs milliers, une foule compacte d'anonymes rassemblés sur la place de la République. Et c'est un peu ce qui ressort de toutes ces manifestations. Ce ne sont pas des organisations. Il y avait des organisations qui appelaient à la manifestation, mais finalement, il n'y avait pas de pancarte marquée CGT ou PS ou autre chose. C'était une foule d'anonymes. C'est important d'être ici pour dire non à la connerie, pour éviter les amalgames et pour soutenir la liberté de la presse et la liberté d'expression, explique une Lilloise. À Lyon, 10 000 personnes, une foule silencieuse massée sur la place des terreaux dans un profond recueillement. Là encore, pas de slogan politique, rien, juste les slogans. C'est « Je suis Charlie » qui va devenir, je pense, le slogan de l'année. Et à chialer. C'est ce que criaient les manifestants. Un silence impressionnant, parfois ponctué de « Charlie, Charlie ». Marseille, sur le Vieux-Port, des milliers de personnes, également dans un silence totalement impressionnant. C'était même pas la peine de faire 1 minute de silence, indique le journaliste qui était sur place. Rennes, entre 13 et 15 000 personnes sur la place de la mairie. La foule a observé là 1 minute de silence en présence du maire PS. Les manifestants, en règle générale, dans toute la France, avaient des crayons à la main et des pancartes. À Toulouse, c'était No Passarène. Dans toutes les villes de France, on brandissait les unes de Charlie Hebdo. Et tout ça se passait dans une dignité absolue, totale. Pas de cris de haine, ni de cris anti-islam. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières heures de ces dernières caricatures qui avaient été, de ces derniers dessins faits par Charb, notamment Cabu, entre autres, et qui sentaient finalement cette attaque venir. Il y a eu une autre prémonition un peu plus loin, si on remonte dans le temps. C'était avec un portrait d'un des terroristes dressé en 2005 par une journaliste de Libération.
Libération. Exactement, c'est un article de Patricia Touranchot qui a été publié dans Libération le 21 février 2005. Alors, l'article est intitulé « Un ticket pour le djihad » et elle s'est intéressée à la personnalité de Chérif Kouachi, l'un des deux terroristes. Et elle raconte le moment où il devait décoller le 25 janvier 2005 pour Damas, donc il y a presque 9 ans. Une fois en Syrie, un garçon de 14 ans devait l'attendre à l'aéroport pour l'emmener acheter une Kalachnikov à 200 €, écrit-elle, et puis pour lui présenter des passeurs qui devaient l'acheminer en Irak. Plus la date du départ approche, plus il avait la trouille, a raconté son avocat, la journaliste, mais la DST était sur le qui-vive depuis 6 mois. Avec ses deux comparses, il est intercepté la veille du départ. Alors il a été coffré pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Alors ce qui est intéressant, c'est la conclusion de cet article, une phrase incroyable. La journaliste écrit D'ailleurs, Chérif Kouachi ne cesse de remercier la justice de l'avoir mis en prison. Depuis, une boule a disparu de son ventre. La tentation du djihad a bien failli le transformer en chair à canon. Le livreur de pizza, c'était son métier, ne veut pas mourir à 22 ans. Et c'est toute la question, ce retour des djihadistes sur le sol français, comment il est géré par les autorités? Ce sera ça le grand Avant le enjeu. retour sur le sol djihadiste, il y a une description de ce jeune qui est pas un islamiste. Il ne se définit pas comme islamiste, il se définit comme musulman occasionnel. Il n'hésite pas à fumer un petit joint avec ses copains, être un peu le caïd de banlieue, mais ce n'est pas un djihadiste. Il a des relations avec l'islam qui sont tout à fait conjoncturelles et ça dépend des occasions, de fêtes. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a été, disons, éduqué dans le djihadisme. Il avait des petits boulots, livreur de pizza, on l'a dit, laveur de vitres, mais on ne sent pas dans sa personnalité un djihadiste, quelqu'un qui était très proche de maître à penser ou d'imam. Non, au contraire, il aimait bien sortir, écouter de la musique et surtout faire du sport. Il souhaitait devenir prof de gym, il faisait beaucoup de jogging. Alors, est-ce que c'est ça qui l'a entraîné? Je ne pense pas, mais la formation physique était pour lui une chose importante. En tout cas, il faudra identifier ces processus de radicalisation et ce sera le défi de la France, mais de l'Occident dans son entièreté. Merci Maurice, merci Betsabé d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de nous être fidèles. Restez sur i24 News, d'autres éditions à suivre, d'autres journaux avec les informations minute après minute. Sur notre site internet également, i24news.tv. On prendra le pouls de ces derniers coups de feu entendus à Paris, place porte de Châtillon. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Excellente journée à vous.